D'être avec nous ce matin. Alors, dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel, l'État va organiser un audit de la décolonisation. Un groupe de travail au Congrès doit d'ailleurs acter aujourd'hui le cahier des charges de cet audit. C'est une demande du FLNKS formulée depuis plusieurs années. Est-ce selon vous pertinent ? Oui, alors c'est un bilan de la décolonisation et c'est surtout un bilan de l'accord de Nouméa pour constater ce qui a bien marché, mais aussi ce qui n'a pas bien fonctionné. Et je crois qu'avant de commencer d'établir un nouveau statut, de travailler sur une future organisation institutionnelle avec ses financements, on doit d'abord faire le bilan de ce qu'on a bien fait et de ce qu'on n'a pas bien fait. Et je crois que c'est important parce qu'on doit tirer les conclusions de ce qui n'a pas marché pour éviter de le refaire. Donc c'est un travail qui est important, qu'il faut mener. Alors les indépendantistes appellent ça bilan de la décolonisation, un peu par posture et par discours politique, mais c'est vraiment d'abord un bilan de l'accord de Nouméa et du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que vous faites partie de ce groupe de travail ? Alors, c'est Nina Julier qui représente Génération ANC dans le groupe de travail qui établit le cahier des charges de l'audit. Ensuite, l'audit sera lancé et bien sûr, ensuite, je participerai aux résultats de l'audit et aux discussions. Sur le fond, dans ce cahier des charges, 5 critères sont notamment étudiés, parmi lesquels l'immigration ou encore l'accompagnement vers l'indépendance. Cela signifie quoi ? Cela signifie rien. Je crois que l'immigration, on parle là de la nécessité pour nous d'ouvrir le corps électoral dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, il y a des Calédoniens qui sont arrivés il y a 15, 20 ans et qui ne peuvent pas voter. Et donc, pour nous, il est important de les intégrer dans le système calédonien. Ensuite, l'accompagnement par l'indépendance, ça ne nous concerne pas du tout. Toujours sur le Congrès, revenons sur la réélection de Roch Wamitan à la présidence. Vous aviez dans le camp non indépendantiste un candidat unique, Gilles Brial. Cela n'a pas suffi, Nicolas Mesdorf, pas de changement donc ni de majorité. Quelle est désormais la méthode politique, mais aussi l'état d'esprit de votre groupe au Congrès ? Nous, aujourd'hui, on est dans un état d'esprit déterminé à faire passer nos messages au maximum à tous les étages des institutions de Nouvelle-Calédonie, que ce soit au gouvernement ou au Congrès. Les loyalistes, désormais les non-indépendantistes, font bloc contre la majorité indépendantiste avec l'éveil océanien, parce qu'on considère que le programme économique, fiscal et social qui nous est proposé est un programme qui est dangereux pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils veulent augmenter les impôts et notamment augmenter les charges pour les entreprises et pour les salariés. Et donc l'idée pour nous, c'est de nous opposer au maximum à ces propositions. Je crois que la politique de la chaise vide n'est jamais la bienvenue. Certains voudraient qu'on ne participe plus au débat au Congrès, etc. Pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Je crois que quand on est un élu de la Nouvelle-Calédonie, on se doit d'être là et de faire entendre ceux qui ont voté pour nous majoritairement. Ça veut dire quoi, que vous serez dans l'obstruction systématique ? Non, l'opposition, c'est pas l'obstruction. L'opposition, c'est tout simplement dire ce qui ne va pas, porter la parole de ceux qui ne sont pas d'accord et qui sont majoritaires aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Moi, je regrette que l'éveil océanien s'est stabilisé définitivement dans le camp indépendantiste, parce que ça fait quand même 4 fois qu'ils votent pour Roch Wamitan. Ils étaient soi-disant pour l'équilibre et ils ont voté une fois pour Thierry Santa au début de la mandature. Tout le reste, ça a été des voix pour Roch Wamitan. Et je vois qu'en plus, ils font des propositions de loi qui sont contraires vous savez, au fameux New Deal qu'ils avaient proposé lorsqu'ils étaient rentrés au gouvernement. Je rappelle que le New Deal, l'éveil océanien, avait proposé, par exemple, une augmentation du SMIC de 10%. Ils avaient proposé de mettre en place un habitat océanien. Ils avaient proposé de mettre en place une diminution des abattements pour les petites entreprises calédoniennes. Et aujourd'hui, mine de rien, l'éveil océanien est au pouvoir depuis 4 ans, puisqu'il participe à toutes les majorités par définition. Et je me demande ce qu'ils ont fait pour les Calédoniens, pour leur électorat et pour toute cette population calédonienne qui souffre. Malheureusement, tout ce qu'ils proposent de très concret, c'est une augmentation des charges. Mais si les textes vont dans le bon sens, est-ce que vous les voterez ? Ah ben ça, oui, toujours. Enfin, vous savez, quand il y a des textes qui vont dans le bon sens, on les vote. Par exemple, la semaine dernière, il y a des textes qui ont été votés à l'unanimité, mais on n'en parle pas puisqu'ils sont votés à l'unanimité, donc ça fait pas les gros titres. Il y a eu une loi, par exemple, d'Adolphe Digoué sur l'élevage bovin en Nouvelle-Calédonie, où tout le monde était d'accord. Je pense que le vote, il a duré 1 minute 30, parce qu'on était tous d'accord et ça n'a pas fait de débat. Voilà, il y a des lois qui sont votées par tout le monde, oui.
Il est 7h08 sur la première. Nous sommes avec Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 258-258. Aujourd'hui, au Congrès, Nicolas Metzdorf, est-ce que votre position est confortable ? Non, elle ne l'est pas, puisqu'on a affaire à une majorité qui ne souhaite pas beaucoup discuter. 29 contre 25 ? Oui, mais alors, il peut y avoir des majorités et des oppositions qui travaillent ensemble. Bien sûr. Ça arrive régulièrement. Nous, quand on était majoritaire à l'époque, on prenait toujours en compte ce que nous disait l'opposition, parfois non, mais quand elle proposait des amendements qui allaient dans le bon sens, quand elle demandait des comptes, etc., on essayait d'y répondre et puis de prendre en compte les amendements qui étaient proposés. Ce qu'on a constaté lors de l'examen du budget supplémentaire, c'est que, en fait, on parle dans le vide, vraiment, on est face à un mur qui refuse de nous écouter. Et on ne fait pas toujours de la politique politicienne. Il y a des fois, on a des vraies remarques constructives. On pense que ce texte va dans le mauvais sens et on voudrait le corriger parce que c'est quand même important pour les Calédoniens. Et là, parce que je pense qu'on est loyaliste ou dans l'opposition, on dit juste non, quoi. Et ça pose un problème de méthode parce que la Calédonie n'a jamais fonctionné comme ça. Il y a des sujets très symboliques sur lesquels on s'oppose et il y a des sujets sur lesquels on travaille ensemble. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'étude des textes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne veulent pas qu'on travaille ensemble ou n'y arrivent pas. Et ça, c'est dommage et je pense que je le regrette beaucoup parce qu'on doit pouvoir faire la part des choses entre effectivement des positions très symboliques sur la politique et puis le quotidien des Calédoniens où là, il faut trouver des équilibres. Mais vous venez d'évoquer le vote du budget supplémentaire. Donc la semaine dernière, l'Avenir en confiance, par exemple, a voté les textes avec l'éveil océanien et les indépendantistes. Oui, mais il n'aurait pas dû le faire. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on a proposé, parce que quand on vote quelque chose avec la majorité qui est en place quand on est dans l'opposition, c'est que la majorité a pris en compte ce que vous voulez inscrire. Par exemple, on a tous proposé, suite aux intempéries dans le domaine agricole, d'augmenter la dotation de l'agence rurale. Ça a été refusé d'un revers de main, par exemple, des indépendantistes. Eh bien, on ne peut pas voter puisqu'ils disent non. On a proposé autre chose, notamment par l'intermédiaire de Philippe Dunoyer, c'est que dans ce budget supplémentaire, il y ait des mesures d'aide au pouvoir d'achat des Calédoniens qui subissent la vie chère. Eh bien ça, les indépendantistes n'en ont pas voulu. Mais ça veut dire quand même que les alliances sont possibles. Et on l'a bien non, vu. Ça, Et on l'a bien vu là. La position de l'Avenir en confiance de Thierry Santa et de Virginie Rouffenac, ce n'est pas une alliance, c'est une soumission. Parce qu'une alliance, c'est quand on partage des choses. Une soumission, comme c'est le cas, c'est que même quand on vous tape dessus, vous dites que vous êtes d'accord. Bonjour David, merci d'avoir patienté. On vous écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Oui, encore bravo pour votre députation. Merci. Moi, j'ai juste des questions, s'il vous plaît. Concernant, hier soir, il y avait une émission concernant les maires. On a eu un maire loyaliste qui parlait de statut pays. C'était juste pour avoir votre ressenti. Et monsieur Ponga, qui avait réagi au Congrès, qui était vraiment très conciliant des deux côtés. Et c'était pour savoir aussi par rapport au référendum de projet. Est-ce qu'on est bien parti ou pas ? Merci. Ça fait beaucoup de questions, Nicolas Metzdorf. Merci David et merci pour tes félicitations. Alors, statut pays, le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie sera le statut du pays. Donc, je pense que c'est une forme de langage pour dire que, voilà, dans le futur statut, il faudra que les communes soient mieux prises en compte parce que ce sont les oubliés de l'accord de Nouméa. Et sur le référendum de projet en juin 2023, écoute, j'étais plutôt pessimiste aux élections législatives. Et là, c'est vrai que, quelque part, le dialogue reprend un peu. Monsieur Karenko arrive dans les prochains jours pour reprendre les discussions avec les loyalistes et aussi les indépendantistes. Et il est très probable qu'on puisse se retrouver à un comité des signataires très bientôt pour commencer à amorcer les discussions et caler une méthode. Donc on va dire que oui, ça sent bon pour la reprise des discussions. On va y revenir. L'auditeur parlait également d'Alcide Ponga, donc de l'Avenir en confiance au Congrès. Je voudrais revenir avec vous, Nicolas Metzdorf, sur cette unité affichée par les non-indépendantistes lors de l'élection de Roquamitan. Est-ce une alliance de circonstances ou une véritable unité ? C'est une véritable unité dans le cadre de l'avenir institutionnel. Je crois que même si le dialogue va reprendre, ça ne veut pas dire que les concessions vont être faites. Vous avez quand même parlé de soumission juste avant en parlant de... Oui, mais parce que quand je parlais du vote du budget supplémentaire. Voilà, mais est-ce que cette unité, elle peut aller au-delà du Congrès ? Au-delà de ce qui s'est passé mardi ? L'unité des non-indépendantistes, elle le doit. Et on a proposé avec les loyalistes un comité de coordination des mouvements non-indépendantistes
pour justement arriver à la table des discussions en disant la même chose et en défendant les mêmes principes de base. Alors, les non-indépendantistes, ils veulent que la Calédonie reste dans la France, ils veulent que le corps électoral soit dégelé, ils veulent l'égalité entre toutes les communautés en Nouvelle-Calédonie en termes de droits et de devoirs. Après, c'est comment on y arrive, quelle organisation, comment s'y prendre, etc. Et là, on voudrait aller plus loin dans l'entente qu'on a entre nous. Et c'est pour ça qu'on a proposé ce comité de coordination pour que justement, on puisse se voir avant le prochain comité destinataire. Bonjour Franck, merci d'avoir attendu. On écoute votre question. Oui, bonjour tout le monde, bonjour monsieur le député. Bonjour Franck. Juste une question, en fait, je voulais savoir en fait qu'est-ce que vous pouvez proposer en tant que député pour répondre aux besoins alimentaires. Je parle plus précisément de développement sur les terres coutumières. On voit bien avec le problème de l'Irak et l'Ukraine et la Russie qu'on manque. On a un besoin alimentaire et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour développer les terres coutumières et même les propriétés privées? Merci monsieur. Merci Franck, c'est un sujet que j'aime bien. Alors oui, la Calédonie, c'est une terre qui est très vide. Hein. On est 300 000 habitants sur un grand pays. Il y a 1 800 000 hectares de foncier. Il y a 1 million d'hectares qui appartiennent au domaine public. Il y a 500 000 hectares de terres coutumières et il y a 300 000 hectares de terres privées. Aujourd'hui, celles qui produisent les biens agricoles sont surtout les propriétés privées. Et c'est vrai que si on doit augmenter notre production agricole de manière conséquente pour nourrir notre population, ça va passer par le développement des terres coutumières. Alors le problème des terres coutumières, tout le monde le connaît, c'est que tout le monde est propriétaire, donc personne ne l'est. Et donc c'est compliqué pour mettre en valeur une terre lorsqu'il y a plusieurs propriétaires. Et c'est même très difficile de la louer à un agriculteur qui pourrait venir de l'extérieur, parce que là aussi, il peut y avoir plusieurs bailleurs, plusieurs loueurs en fait du foncier. Et donc l'idée avec l'avenir institutionnel, c'est que l'ADRAF, qui était l'outil des revendications foncières, arrête cette mission des revendications foncières et devienne l'outil qui serve au développement des terres coutumières en accompagnement des GDPL, des propriétaires coutumiers et de sécuriser les bails de location qu'on peut faire sur ces terres-là pour que les agriculteurs qui veulent investir sur terres coutumières, et il y en a énormément, hein. Moi je connais énormément d'agriculteurs, d'éleveurs qui veulent aller louer les terres coutumières pour les mettre en valeur et puis donner de l'argent aux propriétaires. Le problème se situe dans le conflit entre propriétaires et donc il faut un gros travail de médiation et de sécurisation juridique pour qu'on puisse passer à ce développement des terres coutumières. C'est un vaste sujet sur lequel on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez évoqué tout à l'heure le calendrier politique et la venue de Jean-François Carenco. Plusieurs visites ministérielles sont annoncées dans les semaines et les mois à venir. Est-ce que cela signifie que le dossier calédonien redevient urgent pour l'État ? Non, ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie est redevenue importante pour la France. J'ai écouté très attentivement le ministre des Armées ce matin, Sébastien Lecornu, qui recevait le ministre des Armées australien. Il a annoncé un sommet des chefs d'état-major et des ministres des armées à Nouméa en 2023 pour la coopération régionale. On voit que ce qu'on disait est vrai et se concrétise, c'est que la Nouvelle-Calédonie redevient un enjeu stratégique mondial positionné entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec cette menace, entre guillemets, permettez-moi l'expression, chinoise qui pèse sur nos territoires. Et donc, c'est vrai qu'il y a un regain d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, si on peut dire comme ça. Et oui, effectivement, M. Carenco revient pour traiter de l'avenir institutionnel, ce qui est quand même important. On devrait avoir ensuite M. Darmanin qui vient avant la fin de l'année. La venue de Sébastien Lecornu a aussi été annoncée, celle du ministre aussi de la Justice. Sébastien Lecornu, M. Dupond-Moretti, Sarah El Haïry, Madame la ministre chargée du service militaire, qui me tient beaucoup à cœur et avec qui je travaille beaucoup pour la mise en place d'un service militaire en Nouvelle-Calédonie. On a encore échangé hier soir pour sa venue. Donc voilà, il y a un vrai regain d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est aussi grâce aux parlementaires et à Sonia Backès qui sommes régulièrement à Paris et on fait beaucoup de lobbying pour notre pays. Très rapidement, Nicolas Metzdorf, est-ce que ces rencontres et la venue de Jean-François Carenco, cela signifie le début des bilatérales pour vous ? Alors, c'est toujours pareil. De quoi on parle ? Si des bilatérales, c'est avoir des discussions avec un coup les loyalistes, un coup les indépendantistes. On l'a toujours fait, ça. Enfin, c'est ce que Sonia Backès déclarait. Non, mais ça, c'est vrai. Quand les indépendantistes parlaient de bilatéral, on avait l'impression qu'ils parlaient que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, je vais très vite, que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie allait se passer vraiment entre l'État et les indépendantistes uniquement.
Donc ça, nous, on était très opposés à ça. Mais ça ne va pas être le cas puisqu'il y a un comité des signataires qui est proposé où les loyalistes sont représentés. Qu'avant ce comité des signataires se tiennent des réunions entre indépendantistes et l'État et loyalistes et l'État, ça, c'est toujours fait. Les indépendantistes peuvent appeler ça des bilatérales, c'est pas bien grave. C'est quelque chose qui est très courant. Et on va prendre une dernière question, Sidji. Bonjour Didier, merci d'avoir patienté, on vous écoute. Oui, bonjour à vous. Mon question va être rapide. Moi, c'est sur la redevance minière, parce que le territoire a besoin d'argent. Et vous savez que cette redevance minière n'a pas été pratiquée pendant des années par les loyalistes qui ont été quand même au pouvoir pendant près de 30 ans. Alors aujourd'hui, la volonté politique, que ce soit indépendantiste ou loyaliste, il serait bien de faire quelque chose sur la redevance minière, parce que vous savez que tous les ans, il y a quand même 15 millions de tonnes qui partent de la Nouvelle-Calédonie, et ne serait-ce que prendre que 10 000 francs à la tonne, ça nous fait quand même 150 milliards dans notre caisse. Et là, il faut aller chercher l'argent où qu'il est. Et ça, le minerai appartient à tous les Calédoniens. Que vous soyez Calédonien, Kanak ou Javanais, ça appartient à tous les Calédoniens. Il n'y a pas qu'à certains secteurs seulement. Merci Didier. Voilà, ayez la volonté politique de faire quelque chose pour le pays. Merci Didier, on va laisser Nicolas Metzdorf vous répondre. Alors, il faut que je réponde très longuement, je suis désolé, mais... Non, vous allez être très rapide, s'il vous plaît. Merci Didier de la question, elle est importante. Tous les Calédoniens, il n'y a pas un Calédonien sur cette terre qui ne souhaite pas que le nickel soit valorisé de manière optimale pour notre pays. On sait très bien qu'une fois que le caillou il est arraché de notre montagne, que ce caillou il repoussera plus. Donc il n'y a personne autour de cette table, ni en Nouvelle-Calédonie, qui ne souhaite pas optimiser la ressource. On avait imaginé un modèle auparavant qui était les 51% de prise de participation dans les usines. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre nous. Pourquoi ? Parce qu'on a mis le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le contrôle politique chez les métallurgistes, on a mis les métallurgistes dans la politique. Et aujourd'hui, si on n'a pas pu mettre la taxe d'extraction, c'est pas à cause des loyalistes, c'est parce que les métallurgistes avaient la main sur les représentants indépendantistes partout au gouvernement, au Congrès. Et que vous savez très bien qu'auparavant, les majorités que l'on avait, elles n'étaient pas des majorités loyalistes, elles étaient des majorités loyalistes indépendantistes parce que les loyalistes étaient divisés. Et la première fois que les textes sur la redevance d'extraction et la taxe d'exportation ont pu arriver sur le bureau du Congrès, ce qui est le cas actuellement, c'est quand il y a eu une majorité loyaliste toute unie, c'était au début de la mandature. Et donc, aujourd'hui, ces textes sont sur le bureau du Congrès. Nous, on souhaite pouvoir les voter, mais regardez, le président du Congrès, il est indépendantiste. Ça fait 1 an que ces dossiers sont déposés et on ne les voit toujours pas. Pourquoi ? Parce que les métallurgistes qui sont alliés avec des leaders indépendantistes dans les usines font une pression phénoménale en interne pour pas que ça passe. C'est ça la réalité. Merci Nicolas Metzdorf, député de la 2e circonscription, d'avoir été notre